Émission spéciale élection, on va challenger tous les partis et aujourd'hui on reçoit Thomas Dermine du Parti Socialiste dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios réalisé main dans la main en collaboration avec Imovlan. Merci Thomas Dermine d'avoir accepté notre invitation. Eh bien avec grand plaisir. On va passer plus ou moins 45 minutes ensemble, on va essayer de challenger le programme, on va pas essayer, on va le faire. On va challenger le programme du Parti Socialiste, c'est surtout eux qui vont le faire. Mes deux acolytes du jour, Eric Spitzer qu'on connaît très bien, CEO d'Imovlan, merci d'être là Eric. Salut Davy. Encore une très belle chemise aujourd'hui. Non mais on n'avait dit pas le physique. Comment ça se passe au niveau d'Imovlan, des nouveautés, une application L'app cartonne, ça c'est sûr. Ouais. Elle est bien meilleure que la précédente, donc il faut la télécharger, ça c'est certain aussi. Et on n'y manquera pas. Voilà, une première bonne nouvelle. Je crois qu'on peut terminer l'émission ici. Oui, c'est ça. On vote tous pour le PS, merci. Voilà. À bientôt. Et on le rappelle aussi, Imovlan qui est aussi une source de contenu, puisque sur ton site internet, il y a régulièrement pas mal de chouettes articles à aller découvrir. Abraham de Bettencourt fait son retour pour les plus fidèles. Vous l'avez certainement écouté dans un des premiers épisodes, qui étaient les épisodes pilotes finalement. T'as vu, on a bien évolué quand même. Absolument. On a des néons maintenant. Oui. Et ça c'est quand même du level incroyable. Merci d'être là. Avec plaisir. Et on le rappelle, tu es directeur de Vano Les Cobel. Oui. Je l'ai bien prononcé. Absolument. Et on le rappelle, c'est une des grosses agences qui existe à travers le monde, je pense. Alors, en Belgique, on est, à Bruxelles plutôt, on est une des plus grosses agences en effet. Et on est également présent donc, à Paris, à Marrakech, Côte d'Azur, Miami. Ouais. Avec un focus sur les biens haut de gamme. Allez voir les petites photos sur Instagram, les petites vidéos, vous allez rêver. Merci Abraham d'être là. Alors le petit rituel dans ce début d'émission, c'est évidemment de s'intéresser à votre casquette de propriétaire. Monsieur Thomas Dermine, est-ce que vous êtes propriétaire? Je suis propriétaire. Alors vous avez quel âge? J'ai 38 ans. Et vous êtes devenu propriétaire à quel âge? À 33. 33 ans, ok, c'est arrivé tard finalement dans votre parcours. Ouais, parce que mes premières économies, quand j'ai commencé à bosser à 23 ans, c'est parce que mon rêve, c'était de partir aux États-Unis faire un second master. Et donc, les 3 premières années de travail que j'ai fait, c'était pour partir aux États-Unis. Puis j'ai vécu aux États-Unis, puis à Londres, puis à Bruxelles, mais avec une incertitude de savoir où je voulais m'établir. Et donc, c'est seulement à 33 ans que je suis retourné habiter à Charleroi, où j'ai acheté. On est passé par Harvard, on est passé par McKinsey pour se retrouver au Parti Socialiste et propriétaire. Je ne pose aucun jugement. C'est ce qui s'appelle une trajectoire rentrante. Voilà, je ne pose aucun jugement. Et non, mais juste là-dessus, justement, je pense que c'est ça le... Et on va pas parler de politique, on va parler d'immobilier ici, mais on me pose souvent cette question-là, de dire tiens, mais en fait, je faisais 2 études en parallèle à l'ULB, puis j'étais aussi dans une grande, effectivement, boîte de consultance, puis aux États-Unis. Et c'est justement parce que tu te rends compte en fait à quel point le hasard est important. On te dit tiens, mais c'est pas du tout l'école de la méritocratie. Moi en fait, étant d'une famille avec des parents universitaires, j'ai pas eu de malchance dans mon parcours, etc. Que tu te rends compte à quel point c'est important d'avoir une société comme la société belge qui redistribue beaucoup. Aux États-Unis, à Harvard, soi-disant le temple de la méritocratie, en fait, il y a que des gamins de milliardaires ou des gamins de rois et de reines. Mais si on a du temps en fin d'émission, on se posera un peu la question de pourquoi... On n'est pas obligé de faire de la politique générale, mais si, c'est aussi le but de cette émission, puisqu'on le rappelle, vous pouvez réagir, poser toutes vos questions en commentaire et aussi sur le WhatsApp de l'émission. On le rappelle, on est là comme une bande de potes, on rencontre Thomas, on parle politique, mais on n'est pas là pour justement donner forcément, comment dire, le parti pour lequel nous on vote. C'est aux gens à faire leur propre choix, quoi. Ouais, c'est l'idée. À s'intéresser. L'idée, c'est d'essayer de décrypter le programme au niveau immobilier de chacun des partis. Bien sûr. Avec évidemment des orientations, on va dire, pas dogmatiques, mais plutôt sectorielles. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que les gens qui nous regardent ou qui regardent ces capsules puissent se dire, ok, voilà, moi je m'identifie plus à telle ou telle orientation qu'à une autre. Mais je crois qu'il y a effectivement à prendre dans tous les programmes. Et c'est quand même l'occasion aussi de le rappeler, on va le dire, parce que ça va très vite se savoir, c'est qu'Abraham de Bettencourt est un chroniqueur occasionnel, mais tu as décidé pour ces élections-ci de te présenter sur les listes du MR, mais je connais ta grande intelligence et tu seras objectif. Et s'il y a des bonnes idées dans le projet, je sais que tu es capable de le dire aussi. Tout à fait. Alors, Thomas, quand tu as... Parce que finalement, on a dévié très très vite, mais est-ce que c'était quelque chose que tu avais en toi petit, un objectif de devenir propriétaire? Ok, il y avait tes études d'abord qui étaient prioritaires, mais est-ce que l'investissement immobilier, c'était quelque chose que tu avais déjà en toi?
Non, pas spécialement. Okay. Et c'est plus j'avais même une crainte quand j'étais jeune de me dire, tiens, effectivement, est-ce que l'investissement immobilier va pas m'ancrer, alors que j'avais toujours envie de garder cette espèce de liberté, de me dire, tiens, sur un coup de tête, je peux changer de ville ou changer de job. Et donc, je viens pas d'une famille où on a une tradition d'investissement dans l'immobilier, effectivement. Et c'est vrai qu'on a plusieurs candidats qui sont venus et qui nous ont rappelé qu'effectivement la nouvelle génération peut-être pense différemment et pas forcément avec cette idée d'avoir cet appartement, cette maison et puis de rester 20, 30, 40, 50 ans à bien pouvoir bouger. Mais tu as bien rappelé aussi que ça reste un investissement qui peut être intéressant et important. Tout à fait. D'abord, la nouvelle génération, comme tu dis, a sans doute moins ça, mais le Belge a encore toujours, me semble-t-il, la bonne vieille brique dans le ventre. Mais simplement, il y a plus de tanguy, entre guillemets, de gens qui restent chez leurs parents plus longtemps. Deux, l'acquisition de la propriété, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 20 ou 30 ans d'un point de vue budgétaire. Donc évidemment, il y a des évolutions sociétales qui font que c'est moins. Les 3 grandes mesures que vous avez voulu mettre à l'honneur, c'est la séquence qu'on va aborder maintenant. Vous allez travailler un peu, beaucoup même Eric et Abraham, puisque Thomas va proposer une première mesure. Vous allez devoir coter, donner une note de 1 à 5. Et vous aussi, n'hésitez pas à mettre une petite note de 1 à 5, à dire ce que vous pensez des différentes mesures qui seront proposées dans cette émission. Thomas, quelle est la première mesure que tu as envie de proposer à nos auditeurs, mais aussi à Abraham et Eric ? Oui, mais donc moi je pense qu'il y a un énorme enjeu aujourd'hui, c'est comment on donne beaucoup plus d'incitants pour rénover énergétiquement son habitation. Quand je fais des conférences dans les écoles, y compris chez les tout petits, je leur demande toujours, dessinez-moi c'est quoi la cause des émissions de CO2. Bon, je le dis de façon un peu plus simple. Et 9 fois sur 10, les gamins, ils me dessinent une usine. Okay. C'est-à-dire qu'ils dessinent une cheminée. En plus, moi, je viens de Charleroi, donc on en a encore quelques-unes, etc. Mais à peu de près, ils dessinent une usine sidérurgique. Alors qu'en fait, en Belgique, la première source d'émissions de CO2, c'est le fait que notre stock moyen de logement ait une performance énergétique qui est en moyenne relativement basse. Avec une énorme disparité en fonction du type de logement et singulièrement des revenus des gens qui habitent ces logements-là. Et donc aujourd'hui, une mesure, je pense, qui peut être efficace, et peut-être je vais en citer 2 sur le sujet, pour quelque part inciter sur les travaux, c'est maintenir une TVA pour les travaux de déconstruction, rénovation, ABC sur les logements existants, et 2, de moduler le précompte mobilier, par exemple, en fonction de est-ce que c'est ta première habitation et est-ce que éventuellement tu peux déduire ou pas du précompte mobilier des travaux que tu pourrais faire pour la performance énergétique de ton bâtiment. Donc quelque part avoir plus de progressivité sur le précompte mobilier pour favoriser et inciter les travaux de rénovation énergétique. 2 mesures. La première, c'est effectivement maintenir la TVA réduite pour démolition, reconstruction et rénovation. Et 3, moduler le précompte immobilier pour faire en sorte que pour ceux dont c'est l'habitation unique, on puisse pouvoir le réduire, voire éventuellement avoir certaines déductions en fonction des travaux de rénovation énergétique qu'on ferait. On va noter, Eric, Abraham, la rénovation du bâti avec 2 premiers incitants et j'imagine qu'on va encore découvrir d'autres batteries de mesures pour pouvoir améliorer. On est sur une échelle de 1 à 5. Donc 1, c'est pas dingue, 5, c'est incroyable. Donc Eric a déjà donné sa note. On a une note de 3,5 et on a une note de 5 pour Abraham de Bettencourt. Ça commence très très bien globalement, Thomas. Abraham, j'ai envie de te donner la parole directement parce que je pense qu'une des mesures te parle beaucoup, c'est celle de la réduction de la TVA. Oui, tout à fait. Mais donc la TVA n'a pas été, enfin la TVA à taux réduit n'a pas été reconduite pour les promoteurs. On le rappelle, Abraham, donc à la base 21%, on l'a baissée à 6% et ici elle est remontée à 21%. Ou elle va remonter à 21%. Oui, c'est ça. Donc ce sera plus d'actualité pour les futurs projets. Et donc c'est sûr que j'ai mis 5 parce que je trouve que c'est une super mesure, mais il faut qu'elle soit effective. Et donc là, pour l'instant, c'est pas la trajectoire que ça prend. Et alors, la réduction du précompte immobilier, bah oui, évidemment, si on a une réduction de la taxation, je pense que c'est une bonne chose. Après, la question, évidemment, que je me pose derrière, c'est comment est-ce qu'on finance ça, quoi. Bah, c'est là que je vais malheureusement te décevoir, Abraham. C'est parce que, deuxièmement, sur le précompte immobilier, moi je suis pour une progressivité effective du précompte. Donc effectivement, pour les ménages dont c'est l'habitation unique, éventuellement moduler le taux pour qu'il soit plus bas et que en fonction de seuil, pour les multiples propriétaires, etc., on ait des taux plus élevés. Et sur la TVA,
Là aussi, malheureusement, et je suis désolé, c'est la deuxième fois, tu pourras revoir ta cotation après, Abraham, mais là aussi, je pense qu'il faut faire une différence en fonction du type d'acheteur et qu'on est dans des situations différentes d'un promoteur immobilier par rapport à un ménage qui le fait pour sa propre habitation. Celui qui achète, c'est un particulier. Oui, tout à fait. Ok, mais donc les promoteurs aujourd'hui ne peuvent pas vendre des projets à des particuliers, enfin ne pourront plus vendre à des particuliers avec une TVA à taux réduit. Donc, sauf si c'est sur son habitation, sa propre habitation. Non, mais par exemple, si je suis propriétaire de ma maison et je fais moi-même l'opération. Mais aujourd'hui, moi je commercialise des projets neufs, et donc on a Donc on a des projets qui ont comme destinataire des gens qui vont y vivre, et ces gens vont devoir payer 21% de TVA. Ouais. Ce qui serait une différence par rapport à un ménage qui rénove sa propre habitation. Oui, mais ce que Abraham veut dire, c'est que je dis un promoteur immobilier, c'est pas le diable. C'est-à-dire que lui, il bénéficie d'abord de son professionnalisme et d'économies d'échelle pour construire des logements qui sont destinés à des particuliers. Bon, sans doute que certains, il y a des fonds d'investissement, mais on imagine un projet d'habitation. Le promoteur, c'est simple. Si le législateur lui dit c'est 21%, il n'est pas philanthrope, donc il va répercuter ces 21% sur son prix de vente. Donc les ménages, finalement, à la fin de la chaîne, se retrouvent avec un budget supplémentaire, enfin un budget largement supplémentaire. C'est ça le problème. 2 éléments par rapport à ça. Un, c'est que, effectivement, je pense que les promoteurs immobiliers ont un rôle à jouer, et singulièrement dans la rénovation énergétique, dans la massification de la rénovation énergétique au niveau des quartiers. C'est-à-dire que parfois, et même souvent, c'est plus efficace de rénover un ensemble de maisons que de le faire maison par maison, y compris pour des questions de raccordement, dans le photovoltaïque, de bornes, etc. Mais 2, ce que la taxation fait, et c'est pour ça, quelque part, qu'on utilise le levier fiscal, c'est pour, quelque part, influer sur le prix relatif des biens. Donc effectivement, aujourd'hui, en ayant une application différenciée de la TVA à 21% sur des opérations de promotion par rapport à un particulier qui le ferait à 6% sur son propre bien, ce qui est notre proposition, on rend quelque part moins cher, relativement, le fait de rénover son habitation individuelle. Oui, mais c'est ça qu'on vise avec la mesure. Ok, mais il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir acheter un terrain, il faut pouvoir construire une maison propre. Or, il y a beaucoup de gens qui peuvent se positionner uniquement sur des appartements, et quand on construit un projet, je sais pas moi, de 150 unités, les gens qui vont aller là-dessus sont en général des gens qui ont des capacités financières inférieures à celles de tout à fait. C'est pour ça que je disais qu'il faut... le tout est dans la complémentarité avec le travail des... Oui, et puis il y a une batterie de mesures aussi qu'on abordera certainement sur l'accès à la propriété, qui peuvent peut-être aider aussi. J'ai quand même envie qu'on revienne 2 secondes sur ce que tu disais au début, ta première réaction, Abraham, c'est de dire, ok, ça n'a pas l'air d'aller dans la direction de revenir à du 6%. Aujourd'hui, c'est une thématique régionale, hein, c'est ça, Eric. Aujourd'hui, le PS, il est au gouvernement. Pourquoi vous n'avez pas réussi, ou que s'est-il passé? Pourquoi on n'est pas resté à 6%? Parce que c'était un régime d'exception qui avait été défini, et dans le cadre d'arbitrage budgétaire, vous savez, moi, c'est ça qui est intéressant en politique, c'est que c'est un exercice sous contrainte. C'est-à-dire qu'à un moment, vous devez boucler des équilibres avec des dimensions où chacun, quelque part, défend son budget en matière de pension, de santé, etc. Et ici, on a estimé que sur la rénovation énergétique, c'était la décision à prendre. Ce qui ne veut pas dire que la décision qui est prise aujourd'hui n'engage pas le futur. Mais demain, parce que finalement c'est dans votre programme de réduire cette TVA, demain, vous pouvez nous garantir qu'on va repasser à 6% ou pas du tout? Non, pas du tout, mais c'est le principe de la façon dont on fait les gouvernements en Belgique. C'est-à-dire que c'est des travaux de coalition, on se retrouvera avec d'autres partenaires en fonction de la coalition, avec l'objectif de former une majorité. Mais en tout cas, nous, et c'est pour ça qu'on écrit un programme, c'est que notre objectif, effectivement, c'est de faire en sorte que pour son habitation propre et unique, on puisse bénéficier d'une TVA réduite pour les travaux de rénovation énergétique. Même si on a quand même pu voir aussi qu'il y a pas mal de projets immobiliers menés par des coopératives ou autres qui, à cause de ce repassage à 21%, ont mis ça en pause, alors qu'on a besoin de nouveaux logements. Le plus important, peu importe la nature de la politique, mais le plus important, c'est de donner des signaux qui aident la prévisibilité dans la prise de décision. Et donc, ce qui n'a pas été bon comme signal, et je le dis en tant que partenaire du gouvernement, c'est de changer le cadre en cours de route. C'est-à-dire que toute une série de planifications d'investissement, etc., ont été faits sur base de taux qui sont les taux différents appliqués du futur. Donc ici, moi, ce que je demanderais, et je serai attentif à ça dans la formation du gouvernement, c'est de faire en sorte que les décisions qu'on prenne sur la TVA, peu importe soit-elle, on sait que c'est une variable importante de décision dans les décisions d'investissement
que ce soit des particuliers et des investisseurs, mais qu'elle soit ferme pour ne pas changer le business case en cours de route. La rénovation du bâti, c'est une vraie thématique. On sait qu'il y a des objectifs en 2050 qui ont été fixés par l'Union européenne. Rapidement, pour peut-être encore un peu challenger et puis peut-être renoter, quelles sont peut-être les autres mesures importantes que vous avez en tête, que vous pourriez mettre en place par rapport à cette rénovation du bâti? Oui, mais donc je pense que aujourd'hui, on a eu toute une série de politiques pour la rénovation énergétique des bâtiments qui vont depuis des primes jusque des certificats verts, des incitants divers et variés, mais que cette logique de prime, elle a une limite. Elle a une limite à la fois sociale, parce qu'en fait, on remarque quels sont les ménages qui ont pu investir dans des rénovations, la placement de panneaux solaires, etc. Ce sont quand même en majorité les ménages qui ont un certain pouvoir d'achat. Donc d'un point de vue social, on touche une certaine catégorie. D'un point de vue de l'efficacité du déploiement, ça reste, je veux dire, moins efficace de faire des déploiements, je veux dire, sur une maison puis sur une autre individuelle. Des fois, vous regardez des maisons de rangée, comme ça, et vous en avez 1 sur 3 qui a un panneau, etc. En termes de coût pour la collectivité, notamment de raccordement au réseau, c'est beaucoup plus cher. Et surtout, enfin, le plus rapide, c'est que c'est pas assez rapide. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'y arrivera pas. On a un peu testé la limite de la politique. Et donc ici, nous, ce qu'on préconise, et ça ne s'applique pas dans tous les quartiers, mais singulièrement dans les quartiers populaires qui ont une ancienne sociologie ouvrière, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, on devrait avoir des optiques de massification de ces rénovations. Parce qu'en plus, on voit que dans certaines familles, mais le fait de devoir remplir ces dossiers de primes, qui ne sont pas non plus hyper compliqués, mais qui nécessitent quand même une certaine habitude de fonctionner avec l'administration, c'est compliqué. Et donc, on travaille avec les fonds d'investissement fédéraux et régionaux pour faire, notamment dans les quartiers populaires, dans la vallée de la Meuse, dans la vallée dans les vallées du Hainaut, mais ça pourrait très bien être dans des quartiers à Bruxelles que je connais moins, des rénovations quartier par quartier. Et on travaille notamment avec l'industrie, avec des gens qui font des panneaux isolants, des gens qui font des toits vitrés, etc., pour avoir des solutions technologiques d'innovation non invasive qui permettent de ne pas déplacer les ménages pendant X temps, mais d'isoler par l'extérieur, de refaire les toits par l'extérieur, de changer les châssis. Et qui paye ça ? On peut le faire de différentes façons. On peut le faire, je pense, avec des mécanismes de tiers investisseurs pour une grosse partie, des mécaniques de garantie. Et donc nous, on travaille déjà aujourd'hui activement avec un pool d'investisseurs institutionnels, que ce soit des banques ou des assureurs, pour mettre en place ce mécanisme de tiers investisseurs à très grande échelle. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on a fait quelque part la partie facile de la rénovation chez les ménages qui en avaient les moyens, qui étaient réactifs à des incitants. Mais pour vraiment les classes populaires dans des logements, c'est beaucoup plus compliqué. On va devoir le faire avec une autre façon. Eric, la formule du tiers investisseur, on l'a entendu quasi, je pense, avec tout le monde. Toi, tu as toujours eu le même bémol par rapport à ça. C'est le fait que le remboursement se fait généralement sur les économies d'énergie et on peut voir que finalement, on n'y arrive pas. Ou alors, tout dépend des économies. Le tiers investisseur, c'est un peu le mot magique qui est évidemment lâché par pas mal de gens qu'on interroge à ce sujet. Et effectivement, la grande question, c'est pas de savoir qui va investir, mais comment est-ce qu'on va rembourser l'investissement. Donc, dans ce cas-là, en général, on parle du fait que c'est un tiers investisseur, mais donc qu'il va falloir payer, c'est pas les pouvoirs publics qui se substituent. Donc il y a vraiment une mise de départ faite par un tiers investisseur, mais qu'il faut rembourser. Et ce remboursement, effectivement, souvent, on parle de baser ça sur en fait l'économie, tout ou partie de l'économie d'énergie qui est faite. Alors il y a plusieurs objections par rapport à ça, mais en général, moi je trouve que ce calcul ne tient pas la route, sauf si on part vraiment sur du multigénérationnel, parce que l'exemple que je donne souvent, c'est si on dit 60 000 euros de rénovation, c'est pas énorme. Si on part sur 20 ans, c'est quand même déjà beaucoup, ça fait 3 000 euros par an, sans intérêt, ça fait 250 euros par mois. Alors si on économise 250 euros par mois sur sa facture d'énergie, c'est beaucoup. D'une part, et d'autre part, on ne sait pas s'il y a encore une guerre qui va éclater quelque part, un choc pétrolier, ce genre de choses. Le prix de l'énergie, personne n'a une boule de cristal pour pouvoir prévoir à quel niveau il va être. Et troisièmement, il y a cette espèce d'effet de détente où les gens se disent finalement, moi je veux bien payer la même chose, mais je vais quand même mettre 1 ou 2 degrés de plus parce que j'ai eu froid, entre guillemets, pendant 2-3 ans. Donc l'histoire du tiers investisseur, je trouve qu'elle a ses limites. Là où je voulais un peu revenir sur ce qui a ses limites, Eric, c'est plutôt la manière dont on va rembourser. C'est pas forcément l'implication d'un tiers investisseur. Politique
du tiers investisseur, c'est très bien de trouver l'argent. La question est comment allons-nous le rembourser. Nous, le projet ici qu'on veut faire, qui est un projet très concret, sur lequel on a déjà des études techniques, y compris avec des fournisseurs de solutions, ça ne s'applique pas sur toutes les typologies de maisons, certainement pas si vous commencez à essayer d'isoler des 4 façades des années 80, effectivement. Mais nous, c'est vraiment la typologie maison ouvrière, mitoyenne, dans des quartiers populaires, construction après-guerre. Où on voit, et c'est singulièrement, c'est une typologie de logement qu'on va retrouver beaucoup dans les vallées industrielles du Hainaut, où là, on a des business cases positifs avec des solutions d'isolation. Je dirais vraiment 80-20, donc on fait pas les travaux en profondeur, mais on fait des rénovations de façade, changement de châssis, placement centralisé de capacité photovoltaïque là où ça le permet, et quelques investissements clés. Et là, sur cette typologie de logement là, qui constitue une partie non négligeable du stock de logements mal isolés, populaires en Wallonie, mais j'ai pas fait l'exercice à Bruxelles, je pense qu'il y a une typologie comparable, on a des modalités financières qui permettent à des investisseurs institutionnels de se retrouver dans un tiers investisseur. J'ai l'impression que ce sera beaucoup plus facile en Wallonie qu'à Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, c'est... donc dans Bruxelles, vous avez l'habitat séparé. Oui, et tu regardes une maison, enfin une rue dans Bruxelles, les 5 maisons sont 5 maisons avec des typologies différentes. Certaines sont isolables de l'extérieur, d'autres pas du tout. Donc et puis il y a un autre débat, enfin une autre composante, une autre variable là-dedans, c'est l'urbanisme évidemment. Effectivement. Et nous, on le fait aussi parce qu'il y a une dimension développement territorial. Moi, je pense que le développement, c'est une perspective que j'ai. Je suis pas un spécialiste de l'immobilier, mais là, je passe mon temps, une partie significative de mon temps à discuter avec des promoteurs immobiliers parce que c'est des acteurs incontournables dans le développement territorial. Et la région d'où je viens, un ancien bassin industriel à Charleroi, l'immobilier est très important parce que quelque part est un frein dans notre développement territorial. C'est-à-dire qu'on est prisonnier de la mauvaise qualité de notre bâti, où on a un espèce de cycle de reproduction de la pauvreté, parce que même si on fait bien notre mission, qui est que les jeunes qui grandissent dans les quartiers s'émancipent et des emplois, etc., ils les quittent au profit, quelque part, de population. Et c'est notre rôle aussi d'accueillir des gens. Mais donc, on veut casser ça en rénovant nos quartiers. Abraham, le mot de la fin sur cette première thématique. Tu as envie de rajouter quelque chose sur les primes, sur la rénovation du bâtiment ? Je pense bâti ? que le tiers investisseur, c'est une solution qui peut être intéressante. Après, j'ai aussi, je me suis amusé aussi à faire des calculs et c'est vrai que sur la faisabilité et sur la façon dont c'est organisé, j'ai des réserves, on va dire. Et puis alors, là c'est un peu moins pour les particuliers, mais je sais qu'il y a pas mal de PPP qui ont très bien fonctionné en Flandre. PPP partenariat public. Parce que pour moi, c'était une soirée au carré de Willowbrook, c'était la Pretty People Party. Donc voilà, c'est important de rappeler 2-3 choses. J'ai eu l'occasion de participer à certains colloques et j'ai vu, notamment chez les socialistes, un vrai frein que j'ai eu du mal à comprendre. Parce que ils ont, que ce soit au niveau des prisons, que ce soit au niveau des écoles, ils ont fait des choses assez incroyables et je dirais efficientes. Et j'ai pas très bien compris pourquoi en Wallonie il y avait un blocage par rapport à ces solutions. Je me suis dit, est-ce qu'ils veulent pas perdre la main sur quelque chose ? Enfin voilà. Non, pas du tout. Je pense que il n'y a pas de dogmatisme à avoir. Je pense que les meilleures solutions, c'est les solutions pragmatiques. Et c'est vrai que l'argent public est fortement contraint, certainement dans la conjoncture budgétaire actuelle, et donc il faut faire en sorte que l'argent public ait le maximum de levier sur les milliers de mètres carrés, et singulièrement de bâtiments publics qu'on doit faire. Il y a des expériences de PPP qui sont des bonnes expériences de PPP. Par exemple, en Flandre, il y a une évaluation qui est ni tout rose ni tout noir, qui s'appelle Skole van Morgen, où ils ont fait avec BNP qui était comme partenaire financier qui structurait l'accord, toute une série d'écoles. C'est une expérience qui date déjà d'il y a plus de 10 ans, qui est très intéressante. Il y a des expériences de PPP qui sont plus hasardeuses. Si vous regardez la construction et le DBFM et l'exploitation sur la prison de Aachen, vous avez peu de gens qui sont ravis de la façon. Donc, il ne faut pas mettre tous les PPP, je suis pour ou contre. Je pense que la finesse est dans le design, la contractualisation, le rôle de chaque opérateur et surtout de savoir quel est son rôle. Et moi, je pense que le privé, on doit l'utiliser pour ce que le privé fait bien, c'est-à-dire mettre une solution à l'échelle de façon efficace. Et donc oui, sur certains bâtiments publics, si c'est bien pensé, je pense qu'il n'y a pas de tabou à avoir. Voilà, on verra dans la pratique, après les élections, si vous êtes au gouvernement, comment tout ça va se mettre en place. On reste sur 3,5, on reste sur 5, on corrige, on fait quoi, Eric ? Effectivement, la TVA, très bonne mesure.
mais on en reparlera dans le dossier sur la fiscalité. Le prix grand immobilier, je suis un peu plus circonspect. Donc oui, et on va garder quelques minutes aussi à la fin, certainement, pour revenir un peu sur la rénovation du bâti, parce qu'il y a des vraies questions aussi sur le PEB, pas mal de choses à dire là-dessus. Et l'uniformisation des PEB. Voilà, c'est un vrai débat. Donc à la fin de l'émission, on en parlera. On reste sur 5 ? Moi, sur le fond, forcément, c'est TVA réduite et précompte immobilier baissé, je peux pas être contre, mais après... il a pas dit baissé, il a dit progressif. Oui. Merci d'être attentif. Non, sinon, Abraham, je risque de baisser ta note si tu continues à parler loin de ton micro. Ok, d'accord. Donc reste bien droit. Je vais faire mais ok, alors ce que je vous propose, on va rester sur 5 pour démarrer gentiment, et on va dire que l'intention elle est bonne. On va attaquer la deuxième mesure. J'aimerais bien qu'on aille sur favoriser l'accès à la propriété. Sauf si vous aviez autre chose en tête. Enfin, si tu avais autre chose en tête. Pour moi, la deuxième mesure, c'était déjà la rénovation énergétique quartier par quartier. Donc j'étais en anticipation. On est sur schéma. On met ça dans un package. C'est la mesure ce sont les mesures sur la rénovation. Mais l'accès à la propriété. On peut en parler ou on en parle après? Peut-être si on peut faire avant la circularité des matériaux. Oula. Qui est un élément très important, qui est pas directement lié. Qui est directement lié aux questions des propriétaires, parce que on a des projets vraiment très intéressants en Wallonie et en Belgique sur comment on produit à échelle industrielle des matériaux qui sont les plus verts possibles et les plus circulaires possibles. Ouais. Je vais vous parler d'un truc extraordinaire qui a eu lieu la semaine passée. Tout le monde connaît les bétons de Holcim, j'imagine. Le fameux béton vert. Ouais, mais leur première usine au monde de béton vert qui, à terme, d'ici 2030, sera neutre en carbone, elle est en Europe. Et ça nécessite, elle est en Europe et elle est en Belgique ici, c'est 1,4 milliard d'investissement quand même dans une usine qui produit du béton. Et moi je trouve que ça c'est essentiel. C'est essentiel pourquoi ? Parce que on sait que faire une transition verte, tout le monde en parle, mais on le fera pas en fait avec vous, avec les propriétaires, avec les promoteurs, parce qu'il va falloir rénover massivement nos infrastructures et singulièrement les infrastructures de logement. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les bâtiments publics, il y a une bonne courbe d'isolation qui est en cours. Les sociétés, la plupart, ont fait les gros investissements. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment le résidentiel. On va devoir reconstruire des infrastructures ferroviaires, de mobilité partagée, que ce soit des RER, que ce soit de nouvelles lignes de tram, etc. Pour ça, on va avoir besoin énormément de béton. Et le béton, si vous regardez d'un point de vue chimique comment vous produisez du béton, ce n'est que émettre du CO2 total. Et donc vous avez deux choix. Soit de vous dites en fait je fais pas la transition. Bon, perso, moi c'est pas ma vision politique de rester dans le statu quo. Soit de vous importer du béton qui est fait en Chine ou en Europe de l'Est avec des normes sociales et environnementales et de vous émettez du CO2 comme un dingue pour construire ici, ce qui est un peu poche gauche, poche droite. Soit de vous dites en fait je donne les bons intérêts et les bons stimulants à mon industrie pour faire les meilleurs bétons, les meilleurs aciers, les meilleures structures en verre ici, avec le bilan de carbone le plus bas possible. Et en faisant ça, vous construisez ici le know, vous gardez l'emploi ici. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec des gros succès, que ce soit dans le secteur de l'acier, que ce soit dans le secteur du verre, que ce soit dans le secteur du béton, ou même de la chaux en Belgique, pour avoir les produits qui sont essentiels pour la transition, les plus neutres en carbone. Et on peut espérer avoir des prix qui soient accessibles, vraiment. On pourrait venir à des prix concurrentiels où ça sera toujours plus élevé quoi qu'il arrive. Je dirais qu'on est dans... Il y a eu une première phase où on avait des produits qui étaient, je dirais, moins intensifs en CO2, mais qui étaient complètement off-market. Ouais. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on commence à avoir des gros producteurs mainstream, je veux dire... de béton ou de verre, qui font les investissements pour passer à échelle industrielle. Et donc l'objectif, c'est de lisser ce différentiel de prix. Et je pense que nous, en tant que pouvoir public, on peut aider en donnant, et c'est ça la mesure, des primes à l'utilisation de ces matériaux verts pour dire, quand vous utilisez un béton, en fonction de son intensité en CO2, en fonction de la part de béton qui est réutilisé d'anciennes structures, eh bien, vous n'avez pas le même prix pour combler cette petite différence de marché qui existe toujours. Ok, une mesure, une prime pour aider ceux qui veulent rénover, mais conditionnée à l'achat de matériaux issus de l'économie circulaire, comme du béton vert, des matériaux biosourcés, comme diraient nos amis de chez Écolo. On a 2 sur 5 et on a 4 sur 5. Oui, il est dur, Abraham. On va commencer par la note positive rapidement, Eric. On a un vrai problème avec le béton. Ouais. C'est que... zéro béton net, on s'en souvient. Alors, il y a du zéro béton net, mais surtout, le béton, maintenant, aujourd'hui, on utilise ça tout le temps, partout, toujours. Et il y a un problème, c'est qu'une des composantes du béton, c'est le sable.
Et on commence à en manquer. Le sable qui est propre à la construction de béton. Donc il y a une vraie problématique à ce niveau-là. C'est pas une ressource illimitée, indépendamment du fait qu'il faut le transporter, qui construit, qui fabrique, et voilà. Donc ça, je trouve une bonne mesure. La grande question, effectivement, la tonne de béton vert par rapport à la tonne de béton pas vert actuelle, quel est le différentiel de prix? Bon, ce que j'entends, ce que tu me dis, c'est que quelque part, c'est un début de réindustrialisation, parce que produire beaucoup plus de châssis, de béton, de verre, etc., ben voilà, fantastique. Est-ce que c'est réaliste? Et là, on sort de l'immobilier et on va dans on va dire, le coût des entreprises, d'avoir du personnel. On sait bien que les Chinois ne sont pas les types les mieux payés du monde. Et donc, est-ce que d'un point de vue du coût final, on va y arriver comment dirais-je, en supportant au travers de primes ou d'aides la production de béton vert? C'est une vraie question. Je ne peux pas dire oui ou non, j'en sais rien. De nouveau, en termes de différentiel de prix et donc de construction, parce que évidemment, tout est dans tout. Et donc tu mets 4 pour l'intention, mais tu as hâte de voir si la prime pourra compenser le différentiel. Quoi. Et vraiment, parce qu'on ne se rend peut-être pas compte de ça, et je ne m'en rendais pas compte jusqu'à il y a quelques semaines en discutant un petit peu, mais c'est vrai qu'on a un vrai problème de production de béton. Abraham, 2 sur 5. Oui, en fait, je trouve que l'idée, elle est très bonne. C'est très bien qu'il y ait de l'industrie qui se réimplante en Belgique. Ça, c'est pas une idée, c'est 8 milliards d'investissements juste en 2024, par exemple, dans différentes usines de béton ou d'acier. Oui. Mais donc, oui, le système des primes, moi, ce que je me demande, c'est financièrement, comment est-ce que tout ça va tenir la route? Et puis après, ça a été mentionné. Enfin, moi, en fait, que ce soit par rapport à la transition énergétique dans son ensemble, il y a eu toute la question des panneaux photovoltaïques. On nous a dit, il va y avoir de l'innovation, ça va être bien pour l'Europe. Finalement, la production, elle ne s'est pas faite ici, elle s'est faite en Chine. Là, on arrive avec les voitures, j'ai l'impression que c'est un remake. Bon, voilà, il va y avoir de l'innovation et puis résultat, on produit en Chine et on ramène les véhicules chez nous. Et donc, voilà, je me demande si véritablement ça peut fonctionner. Alors, sur le principe, le béton, je suis tout à fait conscient que c'est ultra polluant et qu'il faut trouver des solutions. Ça, c'est une chose. Et puis après, j'apporte juste une information, c'est qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de projets qui sont faits avec du bois et c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est super les structures bois, singulièrement pour les petites structures, mais essayer de faire un ouvrage d'art pour un chemin de fer avec une structure bois, ce sera toujours un peu compliqué. Par exemple, ici, on se rend pas compte, moi je coordonne le plan de relance, 20 milliards d'investissements. La priorité, c'était quand même le logement. Dans l'infra, mais on fait des trucs comme des îles énergétiques avec effectivement des caissons en béton qui sont pharaoniques. Là où je pense que ça va aller plus vite qu'on le pense, c'est 2 raisons. C'est qu'en fait, l'Europe enfin commence à être plus protectrice de son marché, notamment avec cette question de... En fait, on utilise l'argument environnemental pour faire du protectionnisme qu'on n'a jamais osé faire en Europe. Typiquement, ce mécanisme de taxation carbone aux frontières, qui est de dire, en fait, quand je déplace une tonne de béton ou une tonne d'acier de Chine, un truc, c'est pas neutre d'un point de vue de l'environnement, parce que juste le coût de transport est énorme, ce qui fait qu'en fait, le business case de produire ici en Europe redevient intéressant. 2, la digitalisation et la robotisation de ces grandes usines qui font de l'acier, qui font du verre, qui font du ciment, fait que le facteur, pourquoi on a bougé les usines en Chine, en Europe de l'Est, qui était le facteur du coût du travail, est réduit dans la base de coût total. Ouais. Parce qu'en fait, le facteur humain est beaucoup moins important parce que les chaînes sont de plus en plus automatisées et robotisées. Et donc, il y a un mouvement de retour qui commence à s'amorcer. C'est plus de 10 milliards dans l'industrie lourde en Europe. On n'a plus vu ça depuis 30 ou 40 ans. Et nous, on doit l'anticiper. Et l'anticiper singulièrement en matière énergétique. Parce qu'aujourd'hui, la compétitivité se déplace du coût du travail au coût et disponibilité des électrons verts. Thomas, tu as travaillé sur le plan de relance aussi, avec des fonds européens qu'on attend, qui sont un peu arrivés, mais qu'on attend. Est-ce que dans cet argent frais de l'Europe, justement, il y a de l'argent qui va contribuer à aider ces sociétés qui produisent du béton vert ou d'autres, ou pas du tout? Ça fait partie de ces objectifs. C'est une des raisons pour lesquelles je passe beaucoup de temps avec vos collègues, plus du monde de la construction, c'est qu'en fait, fondamentalement, le raisonnement de l'Europe est de se dire la transition, c'est une question d'infrastructure. C'est une question d'infrastructure de mobilité, d'infrastructure de transport énergétique et d'upgrade de notre habitat. Et à chaque étape de nos grandes transitions, en fait, on a reconstruit notre pays. Et donc oui, en fait, c'est tout des marchés publics pour le secteur de la construction.
et des projets industriels dans l'acier, dans le verre pour ces matériaux-là. Et donc le message qu'on peut dire à ceux qui nous regardent, propriétaires, futurs propriétaires, personnes qui sont occupées à réfléchir justement à construire ou pas, c'est de tenir compte de ces informations-là, aller voir un peu ce qui se fait, parce qu'effectivement on entend beaucoup de surtout gens qu'il commence à y avoir je vais prendre en plus du béton, il commence à y avoir des produits qui sont compétitifs d'un point de vue prix, compétitifs d'un point de vue esthétique et qui sont verts. Dernier exemple que je prends, dans le verre, vous avez par exemple une entreprise japonaise bien connue qui produit du verre en Belgique, qui produit maintenant à échelle industrielle des petits vitrages qui ont la taille d'un simple vitrage, avec 2 couches de verre très très fines, avec quelques microns entre les 2 verres, avec la capacité d'isolation d'un double, voire mieux que d'un triple vitrage, que vous pouvez placer dans vos châssis historiques. Et ça, c'est une production qui est faite en Belgique et notamment qu'on encourage fortement. On s'est laissé porter par ces premières mesures et le temps passe super vite et on me dit qu'on doit déjà bientôt vous libérer, Thomas. Donc en fait on va casser un peu la suite du conducteur classique. Je vais vous demander je vais vous donner en fonction du temps qui nous reste l'opportunité chacun de peut-être lancer Thomas sur une thématique, sur quelque chose et alors laisser Thomas répondre, même si voilà il y avait dans les mesures l'accès à la propriété, il y avait l'encadrement des prix du loyer, on voulait parler du moratoire aussi. Donc je voulais choisir l'une ou l'autre mesure et puis en fonction du temps qui nous reste, on avance dans cette émission. Abraham, si tu voulais challenger Thomas sur quelque chose. Alors je ne sais pas si c'est challenger, mais en fait pour dire la vérité, j'étais content de venir parce que je trouve que quand on discute avec les gens, il y a souvent des notions financières et économiques qu'ils ne comprennent pas. Alors j'ai pas ton niveau d'études, parce que tu as fait Solvay, tu es un GECO je crois et Harvard, donc quand même... Je ne comprends pas le tiers du quart de ce que tu comprends du marché immobilier, rassure-toi. Oui, tout à fait. Vous irez boire un verre après. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport aux enjeux économiques et la compréhension. Donc, par exemple, Standard & Poor's a dégradé la note de Bruxelles. 90% ou 80% des Bruxellois ne comprennent pas vraiment ce que ça implique. Or, toi, tu comprends très bien ce que ça veut dire. La dette de la région bruxelloise, en 20 ans, elle a augmenté de 553%, avec un déficit structurel de 1 milliard. Tu sais aussi ce que ça veut dire. Et donc, je me dis, tiens, c'est quand même curieux qu'il aille vers le PS et j'ai vraiment une curiosité de me dire, mais comment est-ce qu'on peut y arriver ? Parce que je ne crois pas qu'en mettant en œuvre des mesures socialistes, on puisse véritablement rester compétitif au niveau belge et au niveau européen. Mais je pars un petit peu... Parce que tu as sorti ta casquette de candidat. C'est le candidat ou l'expert et pas d'expert immobilier. Oui, d'accord, pardon. Je suis un peu sorti, mais donc, s'il y a une mesure... Le vrai enjeu à Bruxelles... Le vrai enjeu à Bruxelles, c'est qu'on raisonne à frontières institutionnelles cohérentes. Le vrai enjeu de Bruxelles, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui y travaillent et qui contribuent et qui utilisent les infrastructures n'y résident pas. Et donc, c'est comme dans n'importe quel centre-ville. Si vous coupez un hypercentre de sa banlieue où les classes moyennes et classes supérieures résident, c'est-à-dire essentiellement les 700 000 gens du Brabant wallon et du Brabant flamand qui font la navette et utilisent l'infrastructure, quelque part, vous avez le centre de coûts, mais pas le centre de revenus. Oui, mais pourquoi les gens partent ? C'est une vraie question à se poser. Donc là, je pense. Et là, il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu immobilier qui nous rapproche du sujet et pas de celle du candidat en campagne, qui est de dire comment est-ce qu'on recrée des cadres de vie apaisés. Alors ta question, ça serait quoi ? Alors ma question, c'est par rapport à la protection des locataires, qui va vraiment croissante. Et il y a quand même des situations. Donc dans la position du PS, on défend les gens qui sont dans des situations plus difficiles économiquement. Mais je trouve, et je suis confronté à ça, il y a quand même parfois donc par exemple la trêve hivernale qui a été mise en place, la protection du locataire quand on veut l'expulser, etc. Donc il y a des gros multipropriétaires, on ne va pas dire que ça n'existe pas, il y a des gens qui ont vraiment des grosses surfaces financières, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont 1 ou 2 appartements, et quand ils ont des locataires qu'ils n'arrivent pas à mettre dehors, qui doit payer le crédit hypothécaire ? C'est la personne elle-même. Il y a des personnes qui parfois attendent d'avoir leur loyer pour pouvoir avoir un complément de pension. C'est des indépendants qui ont parfois bossé du 50-60 heures semaine, et à cause de toutes ces mesures qui sont mises en place par Nawal Benamou, pour ne pas la citer, eh bien, ça met des gens dans des situations très difficiles, et je trouve ça foncièrement injuste. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on fait finalement alors peut-être pour protéger ces propriétaires aussi qui sont en difficulté? Est-ce qu'on parle d'un fonds d'investissement pour Bruxelles qui devrait compenser? Il y a eu 17 ou 7, je sais plus, finalement propriétaires qui avaient reçu une indemnité. C'est pas que sur Bruxelles, hein, mais voilà, c'est une question plus holistique, mais effectivement, la question que Abraham vient de poser et que je me pose aussi, c'est est-ce que tu trouves équilibré, parce que une location d'un bien, c'est un partenariat entre un propriétaire et un locataire, où les deux ne demandent qu'une chose, l'un d'occuper le bien, l'autre de recevoir son loyer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que, on va dire, la façon dont la législation est organisée autour de ça est équilibrée et que, voilà. Et Thomas, pour rebondir sur ce que tu dis, Eric, puisqu'on a eu une très grande avocate qui est venue sur le plateau qui s'appelle Maud Sulmon, qui a dit que finalement, il y avait souvent une opposition entre le droit du logement et le droit à la propriété, enfin le droit à la propriété et le droit du logement, qui fait que parfois, sur par exemple les logements squattés, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire plus aussi pour protéger les propriétaires? Écoutez, je pense dans la société, il y a une réalité. Je nie pas la réalité des propriétaires. Effectivement, tous les propriétaires sont pas des gros propriétaires qui quelque part ne voient pas la différence s'ils ont un loyer ou pas. Et pour toute une série de propriétaires pour lesquels l'immobilier et de l'épargne, ça a un impact très très fort. Cependant, je pense que le droit au logement, c'est le droit qui conditionne tous les autres droits. C'est-à-dire que si vous avez une famille qui n'a pas de solution, alors ça peut être le début d'une course sans fin vers la précarité si vous perdez votre logement avec des impacts sur votre situation dans l'emploi, etc. Et donc, effectivement, je trouve que la mesure que Nawal Benamou a introduite, sans vouloir hiérarchiser les besoins des propriétaires par rapport aux locataires, voilà, il y a une situation qui est de dire, bon, si on met une famille à la rue sans option, singulièrement si c'est une période hivernale, il y a quand même un cas majeur qui peut avoir des impacts et atteindre des coûts importants sur la société dans son ensemble. Parce que si vous faites décrocher une famille, quelque part, quel est l'impact sur les enfants, les impacts sur les coûts de santé, les impacts sur le manque de cotisation si la personne perd son emploi. Donc ça, il y a vraiment, je dirais, une urgence sociale qu'elle a voulu adresser. Après, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un espace pour faire en sorte que dans le cas où des propriétaires se retrouvent bloqués avec un dû sur des loyers, à réfléchir, est-ce qu'il y a des options de garantie qui pourraient être mobilisées dans certains types de propriétaires, certaines situations, pourquoi pas, mais en tout cas, le rationnel de pourquoi on a mis en place cette trêve hivernale, je pense qu'il est fondamentalement juste. Il y a une mesure qui est intéressante dans le programme qui était de proposer finalement aux locataires de prendre une assurance aussi contre la perte de revenus, qui est une manière aussi de responsabiliser les locataires et de leur dire aussi, prenez une assurance parce que ça peut vous arriver. Mais les assurances, c'est quelque chose qui existe et comment dire, les conditions pour pouvoir la souscrire font que ça exclut énormément de personnes. Okay. Donc c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, c'est une des mesures aussi qui va dans le sens de on responsabilise les locataires, parce que ce qu'on disait souvent aux partis de gauche qui sont venus ici, c'est vous êtes toujours dans finalement vous oubliez parfois la responsabilisation des locataires. Et ici, c'est une mesure qui va dans ce sens-là. Oui, moi je trouve que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je veux dire, et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est un partenariat et je connais pas un propriétaire qui se lève le matin en se disant aujourd'hui ça va être une belle journée, je vais foutre toute une famille sur la rue, qu'on soit en plein soleil ou le 15 décembre. Donc voilà, c'est un échec et je pense qu'il faut toute une série, et il y a déjà toute une série de mécanismes de conciliation en justice de paix, de plans d'appurement, etc., mais qu'à un certain moment, il faut aussi pouvoir entendre que les locataires n'ont pas fait ce qu'il fallait, n'ont pas été très, on va dire, très corrects, voilà, et qu'à un certain moment, on doit, dans l'arsenal, j'aime pas ce mot, mais dans la série de mesures qui sont à disposition, il faut aussi pouvoir envisager celle-là. Pas la première, on n'est pas aux États-Unis où après une semaine, tu as tes affaires sur la rue et c'est fini. Voilà, je pense qu'il y a un déséquilibre qu'il faut essayer de... Je pense que ce qui est important, c'est que ne pas payer son loyer, c'est pas nécessairement un cas de ne pas faire ce qu'il faut ou de ne pas être correct. Il y a aussi une série de personnes qui ont des accidents de la vie, que ce soit des accidents de santé, des accidents sur le marché du travail, qu'ils se retrouvent à un moment, et en particulier, je pense malheureusement, les amis, ça va se multiplier parce que les structures familiales sont de plus en plus éclatées, de plus en plus de situations de monoparentalité, où vous êtes d'autant plus exposé aux accidents de la vie, avec un buffer d'épargne qui est relativement faible. Et donc là, c'est plutôt la main que je tends, c'est de se dire, écoutez, il faut effectivement, quand il y a des cas de non-correction, c'est-à-dire des gens qui ont les moyens et qui ne payent pas leur loyer, avoir l'arsenal juridique nécessaire pour faire que la relation contractuelle soit respectée.
Cependant, et je pense que c'est la majorité des cas où les loyers ne sont pas payés parce qu'il y a une vraie situation de détresse derrière de certaines familles, trouver des solutions qui permettent d'avoir une forme de sécurité pour les propriétaires. Mais la nuance, elle n'existe pas aujourd'hui, c'est ça le problème. Je veux dire, la nuance aujourd'hui, elle n'existe pas, et il y a véritablement des gens qui abusent du système, et pas un ou deux. C'est vraiment quelque chose qui, ce que je dans ne voudrais certains pas cas, jamais, c'est prendre des législations pour les exceptions qui abusent par rapport à la règle générale qui vise à protéger et à émanciper et à protéger les personnes qui se retrouvent dans des accidents de la vie. Parce que le logement est tellement fondamental dans la réalisation et dans la stabilité d'une famille que c'est pas le genre de sujet sur lesquels on peut jouer. Et il y a pas mal de... On doit vous libérer dans quelques secondes, donc il faut vraiment clôturer malheureusement, mais il y a aussi des mesures, vous parlez beaucoup d'accompagnement aussi dans le programme, il y a une volonté aussi de peut-être un peu plus accompagner aussi les locataires qui sont en difficulté, les accompagner beaucoup plus tôt en impliquant le CPS aussi là-dedans pour pouvoir justement éviter d'attendre trop longtemps et d'arriver à... C'est un échec pour tout le monde quand on arrive dans une situation comme ça. Donc l'accompagnement, quelques aides, etc. Et pourquoi pas peut-être dans le modèle imaginé par le PS, que ça fonctionne et puis que main dans la main, propriétaire et locataire puissent peut-être un jour partir en vacances ensemble. Non, j'abuse un peu. Non, mais c'est le cas général. Hein, je veux dire, dans une location, j'ai l'impression que 80 ou 90% de location se passe bien. Je veux dire, c'est pas que c'est carnage chaque fois. Moi, j'avais quand même une petite question avant de terminer. Oui, c'est vraiment la dernière, Eric, parce qu'on doit vraiment libérer Thomas. Allez-y. Plus-value, j'y vais. Je peux y aller ? Ouais. Allez, j'y vais. Non, au niveau, justement, taxation des loyers, pour, contre ? Bonne question, il réfléchit. Non, c'est une très bonne question. Parce que, à la fois, et Eric, tu as commencé comme ça, le Belge a une brique dans le ventre. C'est vrai. Et donc, il y a une situation qui est héritée de nos parents et de nos grands-parents dans tous les milieux sociaux j'utilise l'immobilier comme l'épargne. Et pourquoi ? Et moi, je trouve ça intéressant d'investir dans l'immobilier plutôt que dans l'épargne. Parce que dans l'immobilier, il y a un peu la notion de refuge, c'est-à-dire que j'investis dans la brique, mais au pire, j'ai un toit. Au cas où, ce qui est intéressant, sûr. alors que si j'investis dans un actif financier ou dans le bitcoin, j'en sais rien, si ça se crache, j'ai juste mes larmes pour pleurer, mais au moins là, j'ai des briques. Ouais. Et donc, taxer les revenus immobiliers avec une forme de globalisation des revenus, où on dirait tout est frappé d'un même impôt progressif, ce serait... là aussi, pénaliser des gens qui ont fait des décisions d'investissement parfois depuis plusieurs générations. Par contre, se dire qu'aujourd'hui, on a une forme de certains, je veux dire, quasiment qui abusent d'une situation de rente ou le fait que dans l'immobilier, les intérêts sont déductibles, les loyers sont pas imposés quand j'ai 10, 20, 30. Je parlais hier avec un gars, il a 350 biens. Il paye pas d'impôts. De la même façon qu'un travailleur qui gagne 2000 € par mois. Et là, il y a une injustice, je pense. Et donc, je n'irai pas aussi loin qu'une globalisation des revenus. Mm-hmm. Mais par contre, se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un seuil sur lequel, fondamentalement, il y a une injustice entre le type de revenu ? Abraham, allez, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé à Abraham. Mais parce qu'on dit tout le temps, les loyers ne sont pas taxés, mais c'est faux. Ils sont taxés. Ils sont taxés. On prend le revenu cadastral, indexé par 1,4, et on rajoute ça à la base imposable. Oui, mais on sait de quoi on parle aussi. On sait de quoi on parle. On sait qu'il y a une professionnalisation du marché aussi. C'est pas un hasard, sinon on est là avec cette émission aussi. On le voit bien sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de gens qui sont là pour dire investissez. Mon but n'est pas de convaincre un professionnel de l'immobilier entre Miami, la Côte d'Azur et les beaux quartiers d'Ixelles sur ce sujet. Il y a fondamentalement, et le citoyen belge le sait, une forme d'injustice sur l'inéquité de traitement des euros qui proviennent de revenus immobiliers, mobiliers et des revenus du capital. Et il faut aller vers plus quelque part d'équité entre ces différentes. Je ne dis pas que le Belge qui a 1 ou 2, voire même 3 appartements, qui est le résultat de son épargne tout au long de sa vie, doit être impacté, mais en tout cas ceux qui ont une utilisation professionnelle principale, qui ont des dizaines de logements, là il y a une vraie réflexion à avoir. Thomas, merci d'avoir accepté de donner quelques minutes, même de longues minutes, avec grand plaisir, ces sujets-là. Bonne campagne. Avec plaisir, merci. Merci Eric, merci Abraham, ça a été très rapide, on a beaucoup parlé de rénovation, mais c'est un vrai sujet, l'écologie. C'est un vrai court, je suis pas sûr. Je pense qu'on a juste donné beaucoup de temps à la rénovation, à l'écologie, qui est aussi une des thématiques sur lesquelles tu as travaillé. 23% de nos émissions CO2 en Belgique. Voilà, donc c'était normal qu'on donne de la place. De toute façon, le débat il continue. En commentaire de cette vidéo, vous avez des questions, des interrogations, vous n'hésitez pas. Il n'est pas tout seul, Thomas, il a une équipe aussi, et ils viendront certainement répondre à vos questions aussi en commentaire. On vous dit à bientôt. C'est ça. À bientôt, et à bientôt à vous sur notre chaîne YouTube, puisqu'il y a plein d'épisodes sympas qui vont continuer à arriver. On va partir en France, notamment sur les investissements en France. Il y a déjà un épisode sur les investissements en Espagne. Les logements squattés, un des derniers épisodes qu'on a publié. Donc allez kiffer sur nos réseaux sociaux, et nous on vous dit au revoir et merci Imo Vlan.
parce que c'était le dernier épisode de notre série et c'est grâce à toi qu'on a pu aussi faire un Imovlan, qu'on a pu partiellement qu'on a pu mettre en place cette série d'épisodes. Merci Thomas. Merci à vous. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Merci.